Une fois, l'ingénieur exaspéré s'était décidé à mettre à profit une halte spécialement longue pour parcourir les fils de gauche. Et laissant la Dauphine derrière lui, il avait trouvé une DKW, une autre 2 chevaux, une Fiat 600, et il s'était arrêté près d'une De Soto pour s'entretenir avec un touriste de Washington, aux abois, qui ne comprenait pas un mot de français, mais qui devait être à 8 heures, place de l'Opéra, sans faute. « You understand? My wife will be awfully anxious. Damn it! » Et l'on se mit à parler de choses et d'autres, jusqu'à ce qu'un homme, style voyageur de commerce, sorti de la DKW pour leur raconter que quelqu'un était venu annoncer un moment plus tôt qu'un Piper Cup s'était écrasé en plein milieu de l'autoroute, une dizaine de morts. L'Américain s'en foutait éperdument du Piper Cup. Et l'ingénieur aussi, qui entendait un chœur de klaxon et repartait en courant vers sa 404. Non sans transmettre au passage les dernières nouvelles aux 2 hommes de la Tonus et au couple de la 203. Il réserva une explication plus détaillée à la jeune fille de la Dauphine, tandis que les voitures avançaient lentement de quelques mètres. La Dauphine était à présent légèrement en retrait de la 404. Et un peu plus tard, ce serait le contraire. Mais en gros, les 12 fils roulaient de front, comme si un gendarme invisible au bout de l'autoroute eût fait avancer équitablement toutes les files sans qu'aucune puisse obtenir la priorité. « Un Piper Cup, mademoiselle ?» Ben, c'est un petit avion de tourisme. Ah, cette idée d'aller s'écraser en pleine autoroute un dimanche après-midi, ce sont des choses qui arrivent. Si au moins il ne faisait pas si chaud dans ces fichues voitures. Si au moins on arrivait à dépasser ces arbres à droite. Si le dernier chiffre du compteur tombait une bonne fois pour toutes dans son petit trou noir, au lieu de rester suspendu par la queue interminablement. À un moment donné, la nuit tombait doucement, l'horizon des voitures se teintait de mauve. Un grand papillon blanc était venu se poser sur le pare-brise de la Dauphine, et la jeune fille et l'ingénieur avaient admiré ses ailes, en ce bref instant suspendues de son repos. Ils le virent repartir, avec une certaine exaspération, survoler la Tonus, la déesse violette du vieux couple, aller vers la Fiat 600, revenir vers la Simca où une main désœuvrée essaya vainement de l'attraper, volter aimablement autour de l'Ariane des fermiers qui avait l'air de manger quelque chose, puis se perdre vers la droite. À la nuit tombée, la colonne progressa de façon sensible pour la première fois depuis le début de l'après-midi, presque 40 mètres. Lorsque l'ingénieur regarda distraitement son compteur, la moitié du 6 avait disparu et un bout de 7 commençait à pendre par le haut. Presque tout le monde écoutait sa radio. Ceux de la Simca avaient mis la leur pleine puissance et scandaient un twist avec secousses et sauts qui faisaient vibrer toute leur carrosserie. Les bonnes sœurs égrenaient leur rosaire. Le petit garçon de la Tonus s'était endormi contre la vitre sans lâcher sa petite auto. À un autre moment, il était déjà nuit noire, on vit arriver d'autres étrangers avec les dernières nouvelles, aussi contradictoires que les précédentes, déjà oubliées. Ce n'était pas un Piper Cup, mais un planeur piloté par la fille d'un général. Exact, une fourgonnette Renault avait bien renversé une Austin, mais pas à la hauteur de Juvisy, presque à l'entrée de Paris. Un des étrangers expliqua au couple de la 203 que la chaussée s'était effondrée vers Igny et que 5 autos avaient capoté en s'engageant dans la crevasse. L'idée d'un possible séisme se propagea jusqu'à l'ingénieur, qui haussa les épaules sans faire de commentaires. Plus tard, en repensant à ces premières heures de la nuit où il avait respiré un peu plus librement, il se rappela qu'à un moment donné, il avait passé le bras par la portière pour tambouriner contre la vitre de la Dauphine et réveiller la jeune fille qui s'était endormie sur son volant, sans se soucier d'une possible remise en marche. Il était peut-être minuit, lorsqu'une des religieuses lui offrit timidement un sandwich au jambon, pensant qu'il devait avoir faim.
Il accepta par politesse. En réalité, il avait plutôt mal au cœur. Et demanda la permission de le partager avec la jeune fille de la Dauphine, qui accepta avec empressement et dévora sa moitié de sandwich avec la tablette de chocolat que lui avait passé le voyageur de commerce de la DKW, son voisin de gauche. Plusieurs personnes étaient sorties des autos surchauffées, car il y avait des heures à présent qu'ils n'avançaient plus. La soif commençait à se faire sentir, on avait épuisé les provisions de limonade, de Coca-Cola et même de vin. La première à se plaindre fut la petite fille de la 203, et le soldat et l'ingénieur abandonnèrent leur voiture pour partir à la recherche d'eau avec le père de la petite fille. Devant la Simca, à qui la radio semblait tenir lieu de nourriture, l'ingénieur trouva une Beaulieu, occupée par une femme mûre, aux yeux inquiets. Non, elle n'avait pas d'eau, mais elle pouvait donner des bonbons pour la petite fille. Le couple de la déesse délibéra un moment avant que la vieille dame ne plongeât la main dans son sac et en retirât une petite boîte de jus de fruits. L'ingénieur remercia et s'enquit s'ils avaient faim et s'il pouvait leur être utile en quelque chose. Le vieux monsieur fit non de la tête, mais sa femme parut accepter l'offre sans mot dire. Plus tard, l'ingénieur et la jeune fille de la Dauphine explorèrent ensemble les fils de gauche, sans trop s'éloigner cependant. Ils récoltèrent quelques biscuits et les apportèrent à la vieille dame de la déesse, juste avant que n'éclate un concert de klaxons qui les fait repartir à bride abattue vers leur voiture. À part ces pauvres sorties, c'était si peu ce que l'on pouvait faire que les heures finissaient par se superposer, par être toujours la même dans le souvenir. L'ingénieur faillit à un moment marquer ce jour sur son agenda, mais il se moqua de lui-même, et pourtant, un peu plus tard, en écoutant les calculs contradictoires des hommes de la Tonus, des religieuses et de la jeune fille de la Dauphine, il se dit qu'on aurait mieux fait de tenir un peu mieux le compte du temps. Les radios locales avaient arrêté leurs émissions et seul le bonhomme de la DKW avait un poste sur ondes courtes qui s'entêtait à retransmettre les cours de la bourse. Vers 3 heures du matin, il y eut comme un accord tacite pour se reposer et la colonne ne bougea plus jusqu'au matin. Les petits gars de la Simca sortirent des matelas pneumatiques et s'étendirent à côté de leur voiture. L'ingénieur abaissa les sièges avant de son auto et offrit ses couchettes aux religieuses qui refusèrent. Avant de s'allonger un moment, l'ingénieur pensa à la jeune fille de la Dauphine, immobile contre son volant. Et il lui proposa comme une chose naturelle d'échanger leur voiture jusqu'au matin. Elle ne voulut pas, disant qu'elle pouvait parfaitement dormir n'importe où. On entendit pleurer un moment le petit garçon de la Tonus qui devait avoir trop chaud allongé sur son siège arrière. Les religieuses marmonnaient encore leurs prières quand l'ingénieur se laissa tomber sur sa couchette et s'endormit aussitôt. Mais d'un sommeil à fleur de peau, dont il se réveilla bientôt en sueur et mal à l'aise, sans comprendre tout d'abord où il se trouvait. Il se redressa et perçut de confus mouvements à l'extérieur. Un glissement d'ombre entre les autos, et il vit une masse noire s'éloigner vers le bord de l'autoroute. Il devina pourquoi, et un peu plus tard, il sortit lui aussi pour aller se soulager au bord de la route. Il n'y avait ni buisson, ni arbre, rien qu'un champ noir et sans étoiles. Une espèce de mur abstrait limitant le ruban gris de la route avec son fleuve immobile de voitures. Il faillit heurter le paysan de l'Ariane qui bégaya une phrase inintelligible. À l'odeur de l'essence qui persistait sur le goudron chauffé s'ajoutait à présent celle plus acide de l'homme. Et l'ingénieur se hâta de regagner sa voiture.